Bonjour et bienvenue pour notre nouvelle session de NeuroNup Academy. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Fatima Aboud qui va nous parler des troubles des fonctions exécutives dans l'autisme. Fatima est neuropsychologue, diplômée de l'Université de Strasbourg où elle s'est spécialisée sur les troubles du spectre de l'autisme. La majeure partie de sa formation professionnelle a été consacrée auprès d'adultes et d'enfants avec différentes problématiques dont les troubles neurodéveloppementaux. Alors, comme d'habitude, en attendant que tout le monde se connecte, voici une courte présentation de NeuroNup. À tout de suite! Merci pour cette présentation. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les troubles des fonctions exécutives dans le cadre des troubles du spectre autistique. Donc, pour commencer, on va un peu parler des fonctions exécutives. Qu'est-ce que les fonctions exécutives? Donc, ce sont des processus de haut contrôle, de haut niveau, donc qui permettent d'adapter, d'orienter et d'organiser le comportement et les actions en fonction du but, de l'objectif très précis qu'on est en train, qu'on a. Dans notre vie quotidienne, ce sont les fonctions cognitives qui nous permettent de nous organiser, de planifier, de réguler également notre comportement en fonction du contexte et de prendre des décisions les plus adaptées face aux différentes situations problèmes. Si l'intelligence est considérée comme l'adaptation à un nouvel environnement, comme le dit Piaget, eh ben voilà, les fonctions exécutives sont les clés de cette intelligence. Alors, il y a plusieurs modèles des fonctions exécutives. La plus récente, c'est celui de Diamond, donc on va voir ici. Donc, c'est un modèle qui date de 2013. Qui suggère que les fonctions exécutives sont structurées autour de 3 fonctions essentielles et ceci, elle le dit à partir donc de ses études en neuropsychologie développementale sur le développement des fonctions exécutives chez l'enfant. Elle dit qu'ils sont structurés autour de 3 fonctions essentielles, la mémoire de travail, l'inhibition et la flexibilité mentale. Et cette structure s'élargit après, plus tard, vers des fonctions qui sont plus complexes comme la planification, le raisonnement et la résolution de problèmes. Alors, il faut savoir que les fonctions exécutives sont des fonctions qui se développent jusqu'à un âge assez tard dans la vie de l'humain, jusqu'à 30 voire 40 ans, ces fonctions se développent. C'est pas comme les autres fonctions cognitives comme le langage par exemple qui se développe dès les premières années de la vie de l'homme, mais son développement il est lent et plus tardif. Donc, voilà pour ce modèle-là, mais elle dit aussi qu'il y a une interaction entre la mémoire et l'inhibition, et par après avec la flexibilité mentale.
Alors, les neuropsychologues, ils disent que, d'après les études d'imagerie, que les fonctions exécutives sont abritées par le lobe frontal et plus précisément les réseaux frontaux sous-corticaux, donc frontal et sous-cortical. Donc, il y a deux types de fonctions exécutives. Il y a les fonctions exécutives dites froides et les fonctions exécutives dites chaudes. Les fonctions exécutives dites froides, comme la planification, la mémoire de travail, l'inhibition cognitive, et les fonctions exécutives dites chaudes sont la régulation du comportement, l'inhibition comportementale et la prise de décision dans un contexte affectif. Alors, les fonctions exécutives froides sont abritées par le cortex préfrontal dorsolatéral et les fonctions exécutives chaudes sont plutôt abritées par le cortex préfrontal ventrolatéral et orbitofrontal, ici. Alors, la mémoire de travail, c'est quand même une mémoire très courte de quelques secondes, comme le dit Baddeley, et on l'utilise vraiment tous les jours dans notre vie quotidienne. L'inhibition cognitive, c'est lorsqu'on veut inhiber une pensée pour pouvoir se concentrer sur une autre. Voilà pour les définitions. Alors, si, par exemple, on a une atteinte l'altération des fonctions exécutives, elle peut donner lieu au syndrome dysexécutif, qui se manifeste, par exemple, cognitivement, si on veut parler cognitivement, par une désorganisation, une incapacité à planifier une action dirigée vers un but. Je ne parle pas, par exemple, de la planification de la semaine ou des tâches, non, mais planifier une action simple vers un but. Elle peut aussi se manifester par une incohérence dans la prise de décision. Elle impacte la mémoire de travail, l'attention et l'inhibition cognitive. Au niveau comportemental, cela pourrait se traduire par une dépendance à l'environnement, une impulsivité, une désinhibition, ainsi qu'un comportement qui peut être un peu asocial et une indifférence aux affects d'autrui. Donc, les fonctions exécutives contribuent de manière essentielle aux apprentissages scolaires et autres, et à la capacité progressive d'autorégulation et de contrôle de soi, qui sont primordiales dans la cognition sociale qui joue un rôle dans l'autisme, en fait. Donc, le syndrome dysexécutif, il a été très bien décrit par Luria, donc qui est un neuropsychologue russe, dans son livre L'homme dont le monde volait en éclats, qui est paru en 1970, où il décrit son patient, Sazetsky, qui était un combattant pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a échappé à la mort. Il était jeune, hein, il avait 23 ans, et il a eu un traumatisme crânien suite à une blessure à la tête. Il a survécu, mais il a eu des déficits cognitifs, notamment au lobe frontal, et qui lui a provoqué un syndrome dysexécutif. Luria, tout au long de cette histoire, il décrit ses difficultés à gérer son quotidien, son handicap qui était lourd, même s'il n'avait pas gardé un handicap moteur. Mais il avait un handicap mental assez lourd. Il ne pouvait pas, par exemple, subvenir à ses besoins quotidiens, planifier des actions simples, tout ça. Et il l'a décrit de façon très jolie, je trouve. Il dit: une chose est fondamentale, la lésion des parties antérieures du cerveau, y compris le lobe frontal. L'individu continue à vivre dans le même monde, mais quelle vie est la sienne? Il perd toute la capacité de créer des intentions solides et de planifier son activité. Il est dans l'incapacité de programmer son comportement et ne peut contrôler l'exécution de son programme. Il peut répondre aux signaux qui arrivent jusqu'à lui, mais n'est pas en mesure de les traiter en un système complexe de code qui commande son comportement. Il perd la possibilité d'apprécier ses défauts, de les surmonter et de travailler à les corriger. Il est incapable de réfléchir sur ce qu'il va faire dans 1 minute, 1 heure
un jour. Il a conservé son passé, mais perd son futur, et en même temps perd ce qui fait d'un homme un être humain. Donc voilà, il le décrit avec précision, ce syndrome dysexécutif. Donc nous, on trouve en général les troubles des fonctions exécutives dans le cadre du trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, mais pas que. Les troubles des fonctions exécutives sont présents dans les troubles des apprentissages, dans les troubles de l'autisme, dans la schizophrénie, donc dans les troubles aussi psychiatriques. Alors, pour mesurer un peu ces fonctions exécutives, ce qui n'est pas simple, il y a des tests qui sont assez classiques, des batteries. Donc, il y a par exemple, chez l'enfant, il y a l'anepsie qui est plus ou moins complète, qui fait le tour des fonctions exécutives. Elle peut aller jusqu'à 12, voire 16 ans. Donc, les tests. Il y a la Teach qui, donc elle teste l'attention essentiellement chez les enfants, mais aussi certaines fonctions exécutives. Il y a la batterie FAE qui est sortie récemment donc par l'équipe d'Arnaud Roy à Angers, donc qui teste 8 fonctions exécutives chez l'enfant, ce qui est très bien, et elle a été normalisée. Il y a la DICEF, il y a la BADS qui n'a pas de norme française. Mais donc elle est sortie, elle est en Angleterre, mais elle est plus ou moins écologique, on va dire, pour l'enfant. Il y a des tests assez amusants. Pour les adultes, il y a les tests classiques comme le Stroop pour l'inhibition cognitive. Il y a le Go-No-Go pour l'inhibition comportementale. Il y a le test de la tour de Hanoï qui est un test de planification, et il y a le fameux Wisconsin pour tester la flexibilité mentale. Alors donc tout ça, c'est des tests pour adultes et pour enfants. Il y a des outils aussi qui sont plus écologiques. Il y a le questionnaire de la BRIF qui est plus ou moins utilisé de plus en plus par les neuropsychologues. Il y a des normes françaises qui sont sorties. Voilà, il est composé de 86 questions en 2 versions. Pour les enfants, il y a 2 versions. Il y a l'une qui est destinée aux parents de l'enfant et l'autre à l'enseignant. Et chaque version prend, on va dire, 10 à 15 minutes pour y répondre. Les réponses sont sous forme d'une échelle de 3 points, jamais, parfois, souvent. Alors, le questionnaire, il prend en compte les 8 fonctions cognitives des fonctions exécutives. C'est ça ce qui est le plus important. Et il prend l'inhibition, la flexibilité et le contrôle des émotions. Ces 3-là, ils constituent ensemble un score composite appelé BRI, qui est le score de régulation du comportement. Il y a les autres domaines comme l'initiation, la mémoire de travail, la planification, organisation et l'organisation de matériel et le contrôle qui vont donner lieu. Donc, le contrôle ici, c'est différent du contrôle en haut, donc qui est le contrôle du comportement. C'est plutôt vraiment se contrôler pour arriver vers un but cognitivement. Vont donner lieu à un autre score, donc ces 5 autres domaines composites, qui est le MI, c'est l'index de métacognition. Ensemble, le MI et le BRI sont combinés pour donner le GEC, qui est un score global des fonctions exécutives. Les scores sont donnés en fonction du groupe d'âge. Il y a pour les 5-7 ans, pour les 8-10 ans, pour les 10-14 ans et pour les 14-18 ans. Et c'est aussi en fonction du genre. Alors maintenant qu'on a fait le tour des fonctions exécutives, on va parler des troubles du spectre autistique. Donc ce sont des troubles qui font partie depuis la classification du DSM-5 sortie en 2013, des troubles neurodéveloppementaux. Alors avant, dans le DSM-4, ce n'était pas le cas.
c'était plutôt ce qu'on appelait les TED, c'est-à-dire les troubles envahissants du développement. Et il y avait en fait, on va voir, là maintenant, pour le DSM-5, ça repose sur deux catégories diagnostiques. On parle de dyade autistique, alors que dans le DSM-4, on parlait de triade autistique. Et puis, donc, dans le DSM-4, il y avait le syndrome, le fameux syndrome d'Asperger qui est sorti de la classification pour le DSM-5. Donc, quelle est la dyade autistique? Donc, le premier symptôme, c'est les troubles de communication et des interactions sociales. Cette catégorie comprend des symptômes comme le déficit de réciprocité sociale ou émotionnelle, le déficit de comportements non verbaux, le déficit de développement ou de maintien de la compréhension des relations. Il y a la deuxième catégorie qui est les intérêts spécifiques, les comportements répétitifs et les particularités sensorielles. Donc là, maintenant aussi, dans le DSM-5, les particularités sensorielles ont fait leur entrée. C'est une nouveauté par rapport au DSM-4. Cette catégorie, elle prend en compte les mouvements répétitifs ou stéréotypés, l'intolérance au changement ou même l'adhésion inflexible à des routines. C'est des intérêts restreints ou fixes, anormaux dans l'intensité ou but, ainsi qu'une hyper- ou hyposensibilité aux stimuli sensoriels. La classification du DSM-5 tient compte aussi de l'intensité des troubles. Donc, il y a des troubles légers, moyens et des troubles assez sévères. Et elle tient compte aussi de l'intelligence, c'est-à-dire elle met deux catégories, c'est les troubles du spectre autistique sans déficience intellectuelle et avec déficience intellectuelle. Donc, alors, comment on diagnostique donc les troubles du spectre autistique? Il faut savoir donc que c'est un diagnostic clinique. Un médecin, un psychiatre, un neuropédiatre peut le faire. Mais donc les outils qu'on utilise en général, en France aussi, ils sont là pour étayer en fait le diagnostic. On utilise en général les bilans qui sont à visée diagnostique et des bilans à visée fonctionnelle. Les bilans à visée diagnostique, c'est pour éclairer, étayer le diagnostic, comme l'ADI. L'ADI qui est une échelle, donc un questionnaire destiné aux parents avec un algorithme qui prend compte donc des difficultés sociales et communicatives chez l'enfant. La DOS, c'est plutôt une échelle d'observation qui est faite par des spécialistes dans un cadre bien déterminé, assez courte, 20 à 30 minutes selon le module. Donc, il y a le module tient compte des capacités verbales langagières chez l'enfant. Il y a un module 1, 2, 3, selon le niveau du langage de l'enfant. Et il y a le SRS, qui est un questionnaire aussi destiné aux parents, qui va tenir compte donc de la socialisation et de la communication chez l'enfant. Il y a aussi le bilan fonctionnel. Le bilan fonctionnel, c'est pas vraiment à visée diagnostique, c'est plutôt pour situer les difficultés de l'enfant, quels sont, ou bien de l'adulte, donc quels sont les points positifs chez cette personne-là, quels sont ses points forts et quels sont ses points faibles. Donc, ça va se faire au niveau du langage par une orthophoniste, une orthophoniste. Il y a aussi le bilan psychologique qui va examiner l'intelligence, parfois aussi neuropsychologique pour voir ses difficultés attentionnelles, mémoire, fonction exécutive aussi. Il y a le bilan psychomotricien pour relever des éventuelles difficultés psychomotriciennes, enfin, au niveau de sa psychomotricité. Il faut savoir aussi que les troubles du spectre autistique
viennent souvent avec plusieurs comorbidités. Il y a les troubles du sommeil qui sont de plus en plus documentés chez les personnes avec autisme. Il y a l'hyperactivité ou le TDAH, qui est le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il y a la sélectivité alimentaire. Il peut y avoir bien évidemment une déficience intellectuelle. Il peut y avoir aussi une origine génétique, donc une maladie génétique avec une épilepsie éventuellement. Donc, il y a quand même pas mal de comorbidités qui peuvent venir avec ce trouble-là. Alors, il y a plusieurs hypothèses explicatives du trouble du spectre autistique. Le premier, donc, c'est celui de l'hypothèse de Baron-Cohen, qui est le déficit de la théorie de l'esprit, ou Theory of Mind. Donc, c'est la capacité à percevoir les pensées et les intentions des autres. Les enfants ou les adultes avec autisme, ils ont une difficulté en fait pour se construire une théorie de la pensée de l'autre, comprendre qu'il peut avoir une pensée distincte de la mienne. Voilà, comprendre ce qu'il peut savoir, qu'il peut être trompé aussi, même s'il le sait, même si l'autre connaît des choses, il peut se tromper. Donc ça, les enfants, les personnes avec autisme, ils ont du mal à comprendre ça. Alors, c'est peut-être un défaut d'empathie, mais il y a deux composantes de l'empathie. Il y a l'empathie cognitive, qui est la capacité à comprendre l'émotion de l'autre, et il y a une autre composante qui est la résonance émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à ressentir de manière automatique un état émotionnel congruent avec l'émotion perçue. Et ces deux composantes de l'empathie, ils ont deux réseaux cérébraux distincts. Donc, pour la distinction clinique, les psychopathes, par exemple, comprennent l'émotion des autres, la théorie de l'esprit, mais ils sont indifférents. Ils n'ont pas d'empathie émotionnelle. Mais chez les autistes, donc c'est une hypothèse que Blair a avancée en 2005, c'est que l'empathie cognitive, donc la théorie de l'esprit, qui est atteinte dans l'autisme, c'est pas la deuxième composante. Donc les autistes décodent mal les affects des autres, mais sont capables d'empathie émotionnelle si le décodage est effectué, donc avec l'aide de l'autre si nécessaire. Et c'est c'est cette empathie cognitive qui est au centre en fait tous les programmes d'entraînement aux habiletés sociales pour les personnes avec autisme. Donc ça, c'est la première hypothèse. Donc il en ressort aussi de cette hypothèse donc les fameux tests de Baron-Cohen, comme le test de Sally et Anne, comme le test des Smarties, par exemple. Je fais court, hein. Donc le test de Smarties, par exemple, on va demander à l'enfant qu'est-ce que c'est. C'est une boîte de Smarties, on va vider les Smarties et on va mettre à la place des crayons de couleur. On va fermer la boîte et on va demander à l'enfant, il y a ton copain qui va entrer tout à l'heure, tu penses qu'est-ce qu'il va penser qu'il y a dans la boîte de Smarties? Alors les enfants avec autisme en général, ils vont répondre que il va dire qu'il y a des crayons parce que pour lui, dans sa pensée, il pense que l'autre enfant, il sait ce qui s'est passé, il n'a pas une pensée distincte et donc il va croire que voilà, il a tout vu, il a vu qu'on a vidé les Smarties, qu'on a mis les crayons et voilà. Alors que les personnes neurotypiques, ils vont dire non, il va croire que c'est des Smarties. Voilà, ça c'est un exemple. Donc il y a une autre hypothèse qui est l'hypothèse de la faible cohérence centrale.
stipulé par Uta Frith et AP, donc en 1994, ils disent que le cerveau effectue de manière spontanée en fait et inconsciente une synthèse de l'information locale, ce qui permet l'accès au concept global. Ils disent que les personnes autistes présentent un défaut d'intégration qui conduirait à rester figés au traitement local et c'est pour ça qu'ils se noient dans les détails et ne prennent pas assez en compte le contexte. Il y a un manque, et dans ce sens-là, il y a un manque de compréhension des situations sociales et des attentes de la personne qui l'interroge. Ils ont plutôt une perception plus importante des détails et des réponses, et c'est pour ça qu'ils ont des réponses non usuelles. En fait, si dans les études qui ont été faites, par exemple, dans une communication qui se fait entre une personne avec autisme et une autre personne, ils se sont rendus compte, en fait, que les personnes avec autisme ne regardaient pas les yeux, ne regardaient pas, ne se focalisaient plutôt pas sur la communication, c'est plutôt sur des détails sur le visage de l'interlocuteur qu'ils se focalisent. Donc ça, c'est une deuxième hypothèse. Alors, il y a une troisième hypothèse qui a été avancée par Laurent Motron en 2006, c'est l'hypothèse de l'hyperfonctionnement perceptif. Donc, cet auteur canadien, il dit que les personnes autistes ont des habiletés innées au traitement du détail qui orientent l'ensemble de leur manière de traiter l'information et ceci leur permet dans nombre de domaines non liés au domaine social. Par exemple, ils ont des capacités très poussées pour recopier les détails ou regarder vraiment des petits détails dans un tableau que les autres ne font pas forcément attention à ces détails. Et donc, ceci leur permet, dans nombre de domaines non liés au monde social, d'obtenir des performances égales, voire supérieures aux nôtres. Et c'est vrai, hein, donc il y a des personnes avec autisme qui ont des performances assez supérieures dans ce domaine-là. Alors, et la dernière hypothèse qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est le dysfonctionnement exécutif qui est avancé par Pennington et Ozonov en 1996 et par Hill en 2004. Elle explique pour eux ce dysfonctionnement exécutif et cette hypothèse, elle peut mieux expliquer les comportements répétitifs qui ressortent souvent de la clinique chez les personnes avec autisme et la résistance au changement. Et ils disent qu'elle provient surtout d'un excès de matière blanche, donc ça c'est les études en IRM, dans la région frontale, le lobe frontal est la région du cerveau dont l'accroissement du volume est le plus anormal selon la trajectoire développementale chez les personnes avec autisme. Ils ont vu qu'il y a eu trop de connexions locales, il n'y avait pas assez de connexions avec les autres régions, selon l'équipe aussi d'Éric Courchaine. Alors, on va voir de plus près donc ces fonctions exécutives chez les personnes avec autisme. Donc, on parlait tout à l'heure de Hill. Donc, Hill, dans son étude sortie en 2004 et sa revue aussi, qui est parue dans la même année, il stipule que l'hypothèse, donc, comme on a dit, de dysfonctionnement des fonctions exécutives est la meilleure à expliquer les symptômes qui n'appartiennent pas au registre des habiletés sociales, comme les comportements répétitifs, les intérêts restreints. Les personnes avec autisme résistent au changement et ont des difficultés à gérer le quotidien. Ceci peut être expliqué par un défaut de flexibilité mentale et de planification. Il a alors testé les fonctions exécutives chez les personnes avec autisme et a trouvé que c'est notamment effectivement la planification et la flexibilité mentale qui sont touchées. Donc, on voit dans cette figure-là, en fait, que les performances au Stroop, qui est un test d'inhibition cognitifs sont similaires chez les personnes avec autisme
et les personnes neurotypiques, alors que les performances au Wisconsin, qui est un test de flexibilité mentale, sont significativement inférieures à ceux qui ont de l'autisme. Là, ici, plus c'est moindre, mieux c'est. C'est-à-dire, voilà, le Wisconsin, les scores faibles, c'est-à-dire que c'est bien. Voilà. Et il précise donc que dans cette étude-là, que les enfants avec autisme avaient plus tendance à faire des erreurs de persévération et même ces erreurs de persévération, elles étaient beaucoup plus nombreuses, même en comparant les enfants avec autisme avec les enfants avec TDAH. On sait très bien que les enfants avec TDAH ont aussi un dysfonctionnement exécutif. Voilà. Alors aussi, donc, il a examiné aussi les performances en planification par le test de Tour de Hanoï et il a trouvé que les enfants avec autisme avaient des performances qui sont plus faibles que les enfants neurotypiques dans la planification. Alors, donc, il y a eu aussi une revue qui est plus récente, qui date de 2020, de Friedman et al., où il a examiné tous les fonctions exécutives. Donc, il dit qu'en plus de la planification et de la flexibilité mentale, les enfants avec autisme avaient un déficit d'inhibition, mais il était semblable à celui des enfants avec TDAH qui avaient le même âge. Donc, la moyenne d'âge, elle était de 9 ans et demi, presque. Donc, ils ont un déficit d'inhibition, mais qui n'est pas en deçà de ceux des enfants TDAH. Et il a examiné aussi la mémoire de travail. Il a comparé les groupes d'enfants du même âge, de 5 à 8 ans, donc les neurotypiques, les enfants avec TSA, donc troubles du spectre autistique, et les enfants avec des troubles du langage oral, donc les dysphasiques. Et il a examiné la mémoire de travail. Alors, dans la mémoire de travail, il y a deux composantes. Il y a la mémoire de travail verbale et il y a la mémoire de travail visio-spatiale. Il a trouvé que les enfants avec autisme et avec troubles du langage associés ont des scores similaires à ceux des dysphasiques dans les tests de mémoire de travail verbal. Mais il n'y avait pas en fait une différence des scores dans les tests de mémoire de travail visio-spatial qui est en partie plus préservé chez les enfants avec autisme. Alors, en fait, donc après avoir examiné les fonctions exécutives chez les enfants ou les personnes avec autisme, donc on retient de ces revues que les déficits de fonctions exécutives est bien présent chez les personnes avec autisme et notamment la flexibilité mentale et la planification. Ce déficit, en fait, pourrait expliquer certains symptômes de l'autisme comme la rigidité ou la résistance au changement ou encore les comportements répétitifs et les intérêts restreints. Dans cette étude de Pugliese et al. Qui est sortie en 2016, les auteurs avancent l'hypothèse que les fonctions exécutives ne sont pas seulement liées aux capacités adaptatives qu'on utilise dans notre vie quotidienne, mais les performances aux fonctions exécutives les prédisent. C'est-à-dire que nos performances dans les fonctions exécutives peuvent prédire notre autonomie dans la vie quotidienne. Donc, l'objectif de cette étude, c'est d'examiner le changement longitudinal des performances adaptatives de l'enfant, de l'enfance à l'âge de jeune adulte. Et ça s'est fait chez 64 enfants
avec autisme, mais sans déficience intellectuelle. Leur QI, il était supérieur à 70. Ensuite, de voir si ces fonctions exécutives sont prédictives de ces performances adaptatives. Et donc, pour faire ceci, il a utilisé la BRIEF, dont on a parlé tout à l'heure, pour mesurer les fonctions exécutives, et il a étudié la corrélation des scores du BRIEF avec ceux de la Vineland. La Vineland, c'est une échelle qu'on utilise systématiquement dans l'évaluation fonctionnelle, donc que j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, cette échelle de la Vineland, elle fait partie de l'évaluation psychologique chez l'enfant. Elle comporte 3 domaines, la communication, la socialisation et les compétences dans la vie quotidienne. Donc, voilà, il a étudié la corrélation dans les scores entre la BRIEF et la Vineland de façon longitudinale. Et alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Cette étude longitudinale a montré que les capacités adaptatives déjà évoluent, mais lentement, et sont toujours en deçà des attentes des enfants du même âge. Il y a toujours en fait un écart entre les capacités réelles des enfants adaptatifs, donc leur autonomie dans la vie quotidienne, et ce qui est demandé par rapport à leur âge, les attentes. Et que ceci n'est pas lié au QI, parce qu'il y avait une hypothèse comme quoi, que les enfants avec un QI normal s'en sortent mieux, certes, ils s'en sortent mieux, mais leur capacité à gérer leur quotidien n'est pas liée au QI, mais il est plutôt lié aux fonctions exécutives. En arrivant à l'âge adulte, ces capacités adaptatives ont tendance à stagner. Ils ne déclinent pas, mais ils stagnent. Et en regardant de plus près, les fonctions exécutives sont liées au score de socialisation et de l'autonomie en vie quotidienne de la Vineland. Et donc, on écarte la communication. Donc, il y avait 3 scores, communication, socialisation et autonomie dans la vie quotidienne. Les fonctions exécutives seraient plutôt liées à la socialisation et à l'autonomie de la vie quotidienne. Après, donc, les auteurs, ils ont étudié de plus près les fonctions exécutives séparément, chaque fonction par fonction, et leur corrélation avec le comportement adaptatif. Il s'avère que le score à l'échelle de contrôle de la BRIEF, donc c'était le contrôle et non pas le contrôle émotionnel, mais le contrôle cognitif, et qui est l'un des 8 échelles évaluées par la BRIEF, est le meilleur prédicteur de compétences adaptatives pauvres dans toutes les échelles de la Vineland. Le contrôle, c'est quoi en fait? C'est plus précisément la capacité de contrôler ses actions pour progresser vers un but bien précis et d'adapter son comportement en fonction de ce but-là. Donc, ce qu'on appelle l'autosurveillance ou le contrôle est le meilleur prédicteur des scores de la Vineland. Il y a eu des scores donc déficitaires en inhibition, donc qui est la capacité à inhiber des comportements automatiques. Et cette inhibition, le score à l'inhibition était prédictif d'un déficit en socialisation et en autonomie quotidienne à la Vineland. Il faut savoir aussi que les scores, les performances liées à l'autonomie dans la vie quotidienne déclinent avec l'âge. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'étude de Pugliese et al. Alors, il y a eu une autre étude de 2010, de Gilotti et al. Cette étude qui porte sur 35 enfants âgés de 6 à 17 ans. Diagnostiqués avec TSA. Dans cette étude-là, les auteurs ont étudié la corrélation entre les scores de la BRIEF et ceux de la Vineland également, donc ils ont procédé de la même manière. Et ils trouvent que les scores à l'indice de la métacognition, donc le MI,
de la brief contribue essentiellement au déficit des fonctions exécutives. Le score de la métacognition, MCI, inclut les scores de la mémoire de travail, donc, tout à l'heure, j'ai fait une erreur, pardon. Donc, le score de la métacognition, c'est le MCI et non pas le MI. Donc, il inclut les scores de la mémoire de travail, l'organisation de matériel, l'initiation, la planification et le contrôle. Donc, c'est plutôt, on va parler des fonctions exécutives froides. Donc, il en ressort aussi que c'est la mémoire de travail et l'initiation qui est liée à la générativité. C'est l'initiation qui est liée à la générativité. C'est en général une fonction exécutive qui est difficilement évaluée par des tests. Il y a par exemple le test de fluence verbale qu'on fait chez l'adulte qui peut en quelque sorte donner une idée de l'initiation, mais dans la brief, il existe des questions plus concrètes en fait pour rendre compte de cette initiation. Par exemple, est-ce que il se plaint qu'il n'y a rien à faire? Est-ce que il prend des initiatives? Est-ce qu'il a des idées de jeu? Donc, le déficit d'imagination et le fait de ne pas avoir beaucoup de nouvelles idées. Et ça revient souvent dans la clinique de l'autisme. D'ailleurs, c'était l'un des critères, c'était parmi les critères dans le DSM-4. Le déficit d'imagination, c'est pour la mémoire de travail, il faut dire que la brief ne mesure pas en fait les deux composantes de la mémoire de travail, verbale et visio-spatiale. Il ressort d'après la littérature, comme on a dit tout à l'heure, que les personnes avec autisme ont un déficit dans la mémoire de travail verbale, alors que la mémoire de travail visio-spatiale est plutôt préservée, voire parfois elle est supérieure à la norme. Voilà. Alors, en fait, cette étude-là, donc de McEvoy et al., elle est sortie en 1993, c'est un peu ancien, mais elle a voulu examiner la relation entre les fonctions exécutives et l'attention conjointe chez les enfants d'âge préscolaire. Donc, c'est pour ça que j'ai bien aimé exposer un peu cette étude-là, parce que l'attention conjointe est au centre des outils de diagnostic et de dépistage précoce de dépistage précoce de l'autisme chez les enfants en bas âge, comme par exemple dans le MCHAT ou même dans l'ADI. Dans l'ADI, on examine plus profondément l'attention conjointe et elle est au centre des programmes d'intervention précoce comme les programmes d'ABA ou aussi comme le programme de Denver. Ils ont et aussi le programme, enfin c'est pas un programme, c'est plutôt une thérapie, c'est la thérapie d'échange et de développement. Donc tous les thérapies, en fait, les interventions précoces, ce qu'on appelle maintenant les interventions précoces, ils axent beaucoup leurs interventions sur l'attention conjointe. Donc, ils ont comparé les performances en fonction exécutive et de socialisation des enfants avec autisme avec des enfants ayant un retard de développement qui est mesuré à l'aide de tests de Bailey. Et pour mesurer les fonctions exécutives, il y a 4 tâches parce que pour mesurer les fonctions exécutives à cet âge-ci, ce n'est pas évident. Il n'y a pas toutes les fonctions exécutives qui sont mises en place chez ces enfants-là. Donc, il y a 4 tâches et ces 4 tâches, ils demandent vraiment un minimum de langage. Et il y a la tâche de A à non B de Piaget, la tâche de délai de réponse de Diamond et la tâche spatiale à l'envers et la tâche d'alternation. Les 2 premières, donc la tâche de A non B de Piaget, la tâche de délai de réponse de Diamond, donnent lieu à un seul score. Le 3e mesure la mémoire de travail, donc la spatial reversal, et en fait, la dernière, elle prend compte de la tâche de la flexibilité mentale, qui est la tâche d'alternation. Ces 3 fonctions exécutives sont le noyau des fonctions exécutives présents à cet âge selon le modèle de Diamond. Les compétences sociales et communicatives sont plutôt
mesurée par le SCS, qui est une échelle de communication sociale pour les jeunes enfants qui couvre 3 domaines, l'interaction sociale, la régulation du comportement et l'attention conjointe. Donc, il en ressort les résultats, c'est que les enfants ayant une meilleure attention conjointe font moins d'erreurs de persévération, notamment à la tâche spatiale à l'envers, qui est une tâche de mémoire de travail, et aussi de flexibilité mentale. Il y a donc une corrélation significative entre l'interaction sociale et les fonctions exécutives. Les auteurs interprètent le résultat par le fait que l'attention conjointe a besoin d'un désengagement de l'attention d'un objet qui nous intéresse pour se focaliser sur la personne avec qui l'enfant joue, à qui elle demande, ou elle pose une question, ou elle demande quelque chose. Ce désengagement de l'attention est intrinsèquement lié aux fonctions exécutives, notamment l'inhibition et la flexibilité mentale. Donc, il faut savoir aussi que cette attention conjointe, elle est la base après de toute communication, de toute interaction sociale, et on utilise beaucoup nos fonctions exécutives dans les interactions sociales, ne serait-ce que dans une conversation. On doit inhiber certaines idées automatiques pour pouvoir se concentrer sur la conversation et pour atteindre un but. On a besoin de flexibilité mentale pour pouvoir changer de sujet lorsque notre interlocuteur change de sujet, pour pouvoir être à la hauteur et continuer cette conversation. Donc vraiment, dans une conversation, on a besoin de nos fonctions exécutives. Alors, donc nous allons exposer maintenant 2 études qui autour de la remédiation des fonctions exécutives. Alors, il s'avère que la remédiation des fonctions exécutives améliore les habiletés sociales dans l'autisme et inversement. La remédiation des habiletés sociales améliore les performances des fonctions exécutives, ce qui prouve en fait qu'ils sont vraiment liés. Alors, dans l'étude de Kenworthy et al., qui est sortie en 2013, les auteurs vont tester un programme de remédiation cognitive des fonctions exécutives qui est l'UOT, là, qui est en haché, voilà, qui a été mis en place en classe et à la maison. Et il cible la planification et la flexibilité mentale, ainsi que l'autorégulation. L'effet de ce programme-là est comparé à un programme de remédiation des habiletés sociales, qui est le SS. Les mesures d'efficacité des programmes pré- et post-remédiation prend en compte en fait les questionnaires rapportés par les parents et les profs, comme la brief, donc qu'on a vu, mais encore par des observations en classe, des mesures des fonctions exécutives et d'habileté sociale. Les observations en classe, ici marquées CO, englobent des habiletés sociales comme la réciprocité. Est-ce qu'il y a une certaine réciprocité avec les autres enfants? Est-ce que l'enfant suit les règles? Donc ça fait partie des habiletés sociales. Les CT ici, ce sont des tâches de challenge qui sont mises en place par les auteurs qui ressemblent un peu à aux tâches de la DOS en classe, qui va défier un peu la flexibilité et la planification de l'enfant. La WASI Block Design, c'est en fait le test des cubes dans la WISC. Classiquement, c'est une tâche d'intelligence. Et les auteurs mesurent aussi les scores au SRS, qu'on utilise pour mesurer les symptômes autistiques. C'est un questionnaire donné aux parents et aux profs. Et nous pouvons voir en fait que l'efficacité du programme de remédiation des fonctions exécutives a amélioré les scores dans tous les domaines et de façon plus avancée que celui du programme des habiletés sociales, le SS. Voilà. Alors après, donc les auteurs se sont focalisés plus sur les résultats
des fonctions exécutives qui sont connues comme déficitaires chez les enfants avec autisme, comme la flexibilité mentale et la planification. Ils trouvent que la remédiation des fonctions exécutives a une meilleure efficacité que les programmes des habiletés sociales sur ces fonctions-là. Là, par exemple, le Unstock, c'est le programme de remédiation des fonctions exécutives, et ça, c'est pour le programme des habiletés sociales. On trouve que ça donne de meilleurs scores pour le WASI. Et là, la brief, donc Shift dans la brief, c'est la flexibilité mentale qui est testée par la brief. Et donc, moindre les scores sont, mieux c'est. C'est-à-dire que l'enfant rattrape ses performances dans la flexibilité mentale. Et donc là, la Challenge Test Flexibility, c'est aussi la flexibilité mentale. Donc là, c'est le programme de remédiation des fonctions exécutives. Les scores sont moindres, c'est-à-dire que c'est mieux par rapport au programme des habiletés sociales. Donc voilà pour cette étude. Alors, on arrive à la dernière étude qui a fait une étude inverse. En fait, elle a essayé d'examiner l'impact d'un programme de réhabilitation des habiletés sociales sur les fonctions exécutives. Donc, les auteurs ont mis en place un programme d'habileté sociale qui va travailler la reconnaissance des expressions faciales, des émotions. Donc, ça, c'est de 1. Comment partager ses idées avec les autres? Les expressions faciales, comment reconnaître ses sentiments à lui et les émotions des autres et de lui-même. Donc, ça aussi, comment entamer une conversation, attendre son tour, tout ça. Et à la fin, comment résoudre un problème. Donc, ce programme des habiletés sociales va tenir compte de tous ces facteurs-là. Donc, il va essayer de faire une réhabilitation de ces facteurs-là. Donc, encore une fois, donc, la brief a été utilisée pour avoir les scores, pour mesurer les fonctions exécutives et pour rendre compte des habiletés sociales. C'est plutôt le SRS, donc le questionnaire SRS qui a été utilisé, et ceci chez 37 enfants âgés de 11 à 14 ans, enfin voilà, des préadolescents âgés de 11 à 14 ans avec un autisme de haut niveau. Les résultats rapportés par les parents, c'était les meilleurs résultats d'ailleurs, c'était ceux qui sont rapportés par les parents concernant les habiletés sociales et les fonctions exécutives. Ils ont dit que dans tous les jours, ces habiletés-là se sont bien améliorées. C'était donc les résultats les plus significatifs, alors que ils ont aussi, les auteurs, testé la théorie de l'esprit par donc le test de Sally et Anne ou le test de Smarties dont on a parlé tout à l'heure. Et ça, c'est pré- et post-remédiation. Alors là, les résultats, ils étaient mitigés. Donc, on n'avait pas tout le temps une amélioration dans la théorie de l'esprit. Donc, voilà, mais ça améliorait les fonctions exécutives en tout cas. Donc, pour résumer, on a fait le tour des fonctions exécutives, des troubles du spectre autistique. On a vu que les personnes avec autisme avaient un déficit des fonctions exécutives, plus particulièrement la planification et la flexibilité mentale, et qu'il y avait une interaction entre les habiletés sociales et les fonctions exécutives. Si on améliore l'un, l'autre peut s'améliorer. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.